Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au projet de rénovation de la Tour Montparnasse, une métamorphose du quartier, signé Renzo Piano dont le début des travaux est prévu en 2028 après une longue décennie d'attente. Un projet titanesque à plus de 620 milliards d'euros, un hôtel de luxe, des bureaux, une serre agricole en haut de l'édifice et un quartier ouvert et végétalisé qui fait la part belle aux piétons. Les écologistes dénoncent un projet anti-climat. On va essayer de faire le point sur ce projet avec nos invités autour de la table. En culture, du théâtre avec Une heure à t'attendre. L'histoire de deux hommes que tout oppose et qui, sans le savoir, attendent la même femme. Un dialogue sur l'amour, le couple et l'attente. Et puis on passera à la chronique gastronomique dans C'est tout bon avec Laurent Saloche qui nous parle de cette tradition du dimanche midi, l'incontournable poulet rôti frites, une tradition qui inspire beaucoup les chefs. On en parle en fin d'émission. Voilà à quoi pourrait ressembler la tour Montparnasse et ses abords après les travaux qui devraient enfin débuter en 2028. C'est en tout cas ce qu'a imaginé Renzo Piano, architecte de renom et lauréat du prestigieux prix Pritzker. 10 ans de remous, de débats, de tractations et de retard autour de cette rénovation titanesque dont on va parler avec nos invités autour de la table. Philippe Goujon, vous êtes maire LR du 15e arrondissement. Merci beaucoup d'être avec nous. Tanguy Dantec, urbaniste. Patrice Maire nous rejoindra dans un instant. Je vous présente Roland Larivière. Vous êtes fondateur de Regard Naïf. Quand on regarde ce projet, Philippe Goujon, on se rend compte tout de suite de son envergure. J'ai parlé d'un projet titanesque. Ça explique en partie ces 10 années d'attente, de tractation. On précise aussi qu'en 2019, le dépôt du permis de construire à lui seul avait suscité tellement de recours qu'il avait déjà fallu 4 ans pour les purger. Ça dit à quel point un projet comme celui-ci est dur à mener. C'est une des plus grosses opérations d'aménagement urbain parisienne des 10 prochaines années. Dans un cœur de ville qui aujourd'hui est mort, il faut bien le dire, et dont ça doit consister en une renaissance. Ce serait une renaissance de ce quartier Montparnasse qui a été laissé pour compte, abandonné pendant des années et des années. Et je pense qu'on aurait dû aller beaucoup plus vite. On aurait pu aller beaucoup plus vite dans la mesure où c'est le 3e projet quand même qui nous est présenté aujourd'hui et qui donne satisfaction pour ce qui me concerne en tout cas, que j'ai beaucoup appuyé, beaucoup soutenu, avec la qualité bien sûr architecturale de ce projet notamment et sur beaucoup de plans grâce à Renzo Piano particulièrement. Mais enfin il y a eu un projet Rogers d'abord, oui, tout à fait. Il y a plus d'une dizaine d'années, et puis les projets se sont succédés dans ce qui a été constitué à l'époque, qui était l'atelier Montparnasse et qui rassemblait les investisseurs, les élus, les techniciens, les architectes, les fonctionnaires de la ville pour essayer de travailler. Mais à l'époque, quand nous avons mis en place cet atelier Montparnasse, il était prévu que tout soit terminé en 2020. C'était ambitieux à l'époque. C'était ambitieux. Nous sommes déjà 6 ans plus tard et puis rien ne sera terminé avant 2032. Donc aujourd'hui, le projet a été tout à fait modifié, mais c'est un no man's land, donc on doit passer à un autre urbanisme. C'est un urbanisme totalement nouveau, régénéré, grâce à Renzo Piano d'ailleurs, mais pas que. Et nous sommes, pour nous, ce qui nous concerne, en tout cas, satisfaits qu'il y ait à la fois des activités culturelles et sportives qui soient permises par ce projet, qu'il y ait une très forte végétalisation, qu'on passe en quelque sorte d'un urbanisme sur dalle tout à fait passéiste, obsolète, dépassé et inesthétique, à une sorte d'urbanisme sur rue. Et surtout qu'il donne satisfaction à tous les usagers. Il y a eu beaucoup d'enquêtes préliminaires auprès des usagers, donc qu'il donne satisfaction aux usagers, que ce soit des touristes, des salariés qui travaillent dans le secteur, des habitants, enfin bref, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur projet qui a été en tout cas sur la table. Patrice Maire, vous nous avez rejoint, vous êtes président de Mont 14. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce projet et de cette rénovation de cette tour et de ce quartier Montparnasse qui, comme le disait Philippe Goujon, a bien du mal, c'est vrai, en ce moment, à attirer du monde? Alors, j'aurais trois choses principales à dire. La région Île-de-France demande à ce qu'il y ait davantage de polycentrisme et donc, le PLU ne s'inspire pas de ça et donc on reste dans une orientation, créer des bureaux. Là, dans le Parisien, il est dit qu'il y avait 400 000 m², donc
Bon, ça c'est un premier mauvais point. Bon, donc ensuite, il y a la question du patrimoine, et donc il y a aussi le patrimoine au sens du site de la ville, les rives de Seine. Et il faut savoir que la tour Montparnasse, elle se pointe sur l'esplanade des Invalides, hein, ce qui était... Bon, l'UNESCO est passé outre. C'est quand même pas une raison pour rehausser encore cette tour Montparnasse. Et donc, elle se voit donc sur l'esplanade des Invalides, depuis le Champ de Mars, et même depuis la place de la Concorde. Mais si elle change d'allure, comme ce qui est prévu, comme elle va changer d'allure à l'occasion de ce projet. Alors, elle va changer d'allure. Il faut quand même bien y regarder, hein, parce que l'ennui, c'est qu'elle déjà elle attire l'œil, mais est-ce qu'elle ne risque pas d'attirer encore plus l'œil? Moi, j'aimerais bien attirer votre attention sur cette citation qu'on utilise beaucoup pour parler de Montparnasse. La plus belle vue de Paris, c'est du haut de la tour Montparnasse, puisque c'est le seul endroit d'où on ne la voit pas. Ça dit quand même beaucoup de choses autour de cette demoiselle de béton. Vous l'avez rappelé, c'est un quartier mort. C'est un endroit, depuis le début, à Paris, qui ne séduit pas les Parisiens et qui a du mal à attirer. La tour Montparnasse, c'est un des monuments les plus détestés des Parisiens, après la prison de la Santé, vous voyez, quand on fait des sondages. Donc, oui, quand même, heureusement que ça n'arrive pas là, en pole position. Nous avons choisi le même projet, il y a eu un appel international, un appel à projet international. Il y a eu environ 25 candidats du monde entier qui se sont présentés. Nous avons d'ailleurs choisi le même projet, Delanoë et moi à l'époque, hein, puisque c'était Delanoë qui était maire de Paris. Et c'est une tour, j'allais dire, parisienne. Donc, qui est ça, vous n'êtes pas d'accord totalement du tout, différente de la tour actuelle, dans la mesure où, à hauteur de vue, si je peux dire, sur les premières dizaines de mètres, c'est un immeuble, non pas haussmannien, mais en tout cas, de configuration parisienne. Et ensuite, ça part en tour avec cette serre agricole au sommet. Alors, cette tour est détestée depuis sa création, il y a 52 ans. Et là, on va faire pendant 8 années, et environ 1 milliard d'euros de budget, une rénovation extrêmement coûteuse pour garder la même silhouette, même rehaussée, plus haute, et qui ne va pas améliorer le paysage parisien. Bon, quand on regarde quand même les environnements et les abords qui vont entourer cette tour, c'est quand même un projet qui ne se résume pas à cette tour. Elle sera plus claire, oui, mais on parle surtout du panorama parisien. Ouverte sur la ville, alors que la tour Montparnasse actuelle est fermée. Il y aura des activités pour les Parisiens. Et vous savez, j'ai eu la même réflexe que vous. Quand Jean-Louis Missika m'a proposé, qui était l'adjoint au maire de l'époque, chargé d'urbanisme, Delanoë m'a proposé... Vous vous êtes posé la question de s'il ne fallait pas tout changer. Je préférais un jardin, lui ai-je dit, qu'une tour. Il m'a dit, bon, écoute, est-ce que tu as 1 milliard à me donner pour qu'on puisse le financer? Parce qu'on oublie juste une chose là-dedans. Bien sûr qu'on peut avoir le meilleur projet, bien que le mieux soit l'ennemi du bien, mais ce sont des investisseurs privés. Ouais. La ville de Paris n'investit pas 1 euro dans toute cette opération de réaménagement urbain. C'était l'une de mes questions. Il n'y aura pas d'argent public pour rassurer ceux qui nous écoutent aussi, parce qu'on entend quand même le volume de financement qu'il va falloir pour ce projet. Ça peut être inquiétant. C'est un projet à 1 milliard, mais c'est 1 milliard des investisseurs privés. Il n'y a pas 1 euro de la ville de Paris, sauf pour les abords, la voirie, etc., évidemment, qui sera profondément retouché. Mais c'est un projet privé, donc il a fallu négocier pendant 10 ans avec les investisseurs privés pour avoir un projet qui ne leur coûte pas de l'argent et qui corresponde aussi à leurs intérêts financiers. Mais sinon, le projet n'existait pas, effectivement, et on restait dans cet état-là pendant 10 ans. Donc je préfère avoir un nouveau projet qui a beaucoup de qualité, même s'il a aussi des défauts, plutôt qu'une situation où rien ne bouge. n'avance pas. Ce que vous dites justement, c'est qu'il répond à la fonction, aux besoins des propriétaires d'une rénovation remise aux normes. Je crois que vous avez planché d'ailleurs sur le sujet. On peut voir la proposition que vous avez abordée. Elle va s'afficher à l'écran pendant que vous nous racontez. Vous avez essayé d'en faire ce que vous appelez un vrai monument parisien. On remarque un certain nombre de codes que vous avez mobilisés d'un point de vue architectural. Pourquoi ce projet est meilleur que celui qui a été effectivement choisi ? Eh bien, ce projet se place dans le temps long, tandis que répondre à un besoin fonctionnel remplit les cases à court terme, mais ensuite, il va se poser encore la question de sa démolition et d'une rénovation ultérieure, ce qui serait très coûteux d'un point de vue économique comme environnemental. Et donc, dans ma proposition, on fait de la tour Montparnasse un monument parisien, c'est-à-dire qu'on effectue sa dernière rénovation. Comment ? Eh bien, pour l'espace commercial, on rebâtit la façade, juste la façade de la gare historique. Et côté de la gare actuelle, qui est à droite sur le schéma, donc il y a l'esplanade de la gare où on met 1 hectare de jardin.
Et dans le symbolisme de cette tour métamorphosée, elle est blanche comme le Sacré-Cœur, elle a une flèche en clin d'œil à Notre-Dame, et il y a une apparence de grande baie gothique qui est en référence à Notre-Dame de Paris. Ça vous parle? Mais oui, vous auriez pu participer d'ailleurs à l'appel à projet, ça aurait été intéressant parce qu'il y a eu quand même un appel à projet international. L'idée étant d'aller chercher toutes les propositions sur la table. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt des investisseurs, c'est concilié avec aussi l'intérêt de la ville et des usagers, parce que nous avons donné quand même des principes de fonctionnement, des principes d'action, des principes urbanistiques aux architectes. Qui sont autant de contraintes, évidemment, pour les architectes. Le travail a été autant fait avec les investisseurs. Le travail de Renzo Piano a été négocié, travaillé aussi bien avec les investisseurs qu'avec la ville de Paris. Donc c'était un travail à 6 mains, finalement, avec ces 3 interlocuteurs qu'il a fallu prendre en compte à chaque fois. Le projet a été revu plusieurs fois, En termes d'usage, la valeur ajoutée de ma proposition, le toit est en chapeau, et donc ça permettrait une grande salle, comme le Grand Palais, où on peut faire des événements au dernier étage. Ensuite, la tour, ce sont des plateaux. On met l'usage que l'on veut, donc ça ne change rien. La différence entre ma proposition et celle de Renzo Piano est au niveau de la partie commerciale, où en effet, Renzo Piano a surdensifié, tandis que là, je rends cet espace aux Parisiens, car cet îlot est un lieu de passage, alors que ça devrait être un endroit de rencontre. On est dans un quartier extraordinaire, à côté de la Gaîté, de Montparnasse, et personne ne se donne rendez-vous ici. Et c'est quand même contradictoire. Et avec cette rénovation, avec la proposition je également. C'est fonctionnel, ça n'a pas d'identité parisienne. Nous avons une prolongation de la rue de Rennes, à piétonne, non pas jusqu'à la mer, mais jusqu'à la gare Montparnasse. Et il y a au milieu une place, 1500 ou 2000 mètres carrés, qui sera arborée avec 150 arbres. Qui en a besoin à l'heure actuelle. Bien sûr, et autour de laquelle s'installeront bien sûr une résidence étudiante, un équipement culturel, pour que ça devienne un lieu de vie. Des bureaux et des commerces. Mais qu'est-ce qui fera que vous viendrez ici parce que c'est joli, et il y a une identité, il y a de la culture dans cet endroit? Ce sera juste fonctionnel, malheureusement. Il y aura un très grand équipement culturel et sportif et aussi des activités de loisirs. Et après, on donnera la parole à Philippe. Ce ne sera pas un lieu touristique Goujon comme les autres monuments parisiens. Le Dantec. Patrice. Je vois dans cette image, dans votre proposition, quelque chose de bien, c'est que aujourd'hui, c'est toute la rue de Rennes qui est marquée par la tour Montparnasse. Donc, disons c'est très important parce que la rue de Rennes fait partie donc de la zone tampon des rives de Seine. Donc, il importe qu'elle ne soit pas défigurée par des covisibilités gênantes. Et donc, la tour Montparnasse est vraiment une covisibilité gênante. Si au moins, bon, elle est haute, mais si au moins elle était emblématique du quartier. Et là, alors elle aurait un intérêt à vos yeux. Sur ce plan-là, sur ce côté emblématique, j'aime bien Il y aurait cette plus proposition. de sens. Tanguy Le Dantec, j'aimerais qu'on s'arrête. Je dis ça juste au passage. Parce que et vous nous rappelez évidemment les enjeux qu'il y a eu avec ces investisseurs avec lesquels il a fallu négocier. Tanguy Le Dantec, parmi les détracteurs du projet, il y a ceux qui dénoncent l'aberration écologique. Je pense à Karine Petit, maire Les Écologistes du 14e arrondissement, qui, dans les colonnes du Parisien, disait au prétexte d'une nécessité d'agir vite pour éviter que le centre commercial ne se détériore encore plus vite, il ne faut pas précipiter un projet urbain qui est un projet anti-climat et qui répond à des intérêts économiques dépassés et du passé. Est-ce que vous la rejoignez ? Alors non, parce qu'il faut quand même être réaliste. On est dans une ville avec des intérêts économiques importants. Un bon projet, c'est un projet qui résulte d'une discussion et qui est forcément un compromis. Je crois qu'il y a une incompréhension assez forte de certains élus de comment l'économie fonctionne. Et donc, s'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut évidemment tout projet, surtout, doit être quand même avoir un seuil de rentabilité minimum. Donc c'est forcément à prendre en compte. Là aussi, ce qu'elle explique, c'est que c'est pas compatible avec le PLU bioclimatique. Ce qu'on comprend, c'est que les analyses et les premiers finalement rapports ont été menés sur l'ancien PLU. C'est vrai que depuis, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le PLU dit bioclimatique, qui n'est pas bioclimatique, faut le dire, a cette particularité qu'il renforce la possibilité des rehaussements, c'est-à-dire de monter en hauteur, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, le choix de Renzo Piano me semble assez habile parce que
on peut épiloguer longtemps sur la tour, mais il faut voir quand même ce que propose Renzo Piano. C'est d'abord un projet à hauteur des gens qui vivent là-bas. Et il a calé ces hauteurs de bâtiments sur l'haussmannien. Il le dit lui-même, c'est-à-dire les hauteurs R+7 ne pas dépasser. Et donc, on reste dans ce qui fait quand même l'identité parisienne. Et ça crée une harmonie, évidemment, avec le quartier. Voilà, c'est-à-dire on retrouve quand même une échelle parisienne et aussi, contrairement à ce qui a été dit, il y a une fragmentation intérieure du projet, c'est-à-dire on introduit une cour de 40 mètres sur 40 mètres, vous l'avez dit, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire il s'agit de fragmenter ces espèces de blocs marrons qui effectivement n'a pas de sens, qui défigurent, je crois qu'il y a unanimité. Je crois qu'on est tous d'accord sur le diagnostic. On est tous d'accord, et on va dire trouver le compromis entre effectivement certains intérêts financiers qui sont forcément, là, bon, on peut maintenant, ensuite, c'est un dialogue souvent avec nos associations, on tempère la chose, on évite, on va dire, l'hubris, mais à la fin, il faut quand même que tout le monde y trouve son compte. Oui, vous savez, c'est 10 à 12 milliards de dettes. Oui. Donc je veux bien que Mme Karine Petit souhaite qu'on fasse que du logement social, des centres d'hébergement pour migrants et des activités sociales et rien d'autre. Mais il y a un principe de réalité derrière. Pas de végétalisation particulière. D'ailleurs, c'était surtout des activités sociales qu'elle voulait. Sauf qu'il y a des investisseurs qui investissent et ce n'est pas le contribuable parisien. Oui, mais les investisseurs veulent un retour sur investissement par définition. Bah oui, mais ça me paraît le centre commercial de la Gaîté ne marche pas follement. La rénovation, un autre exemple, la Samaritaine, côté Rivoli, il y a 110 millions de pertes en 2 ans. Donc parce que ce bâtiment est une façade sur étagère qui pourrait être dans n'importe quelle métropole du monde. Et ce qu'a fait Renzo Piano, on trouve ça beau ou pas, mais ça pourrait être construit n'importe où. Or, si vous ne mettez pas d'identité à un quartier, on ne s'y attache pas. Vous ça pensez que ça conditionne la venue demain de Parisiens, de Franciliens et de... C'est essentiel. Je suis radicalement pas d'accord. Parce que la question, la question, c'est pas d'avoir une identité qu'on force. La question est de respecter la ville, de respecter les grands gabarits de la ville. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire forcer une espèce de chose qu'on est obligé de voir par rapport à trouver une mesure. Et là-dessus, Piano est quand même un architecte habile. On rappelle que c'est l'architecte notamment du centre Pompidou, mais de Chard aussi à Londres, qui est quand même un building emblématique. Il est capable de ça, mais il est aussi capable de respecter les gabarits parisiens. Il a beaucoup construit à Paris. Le tribunal de justice au Batignolles, c'est du respect sur le panorama. L'ensemble, par exemple, rue de Meaux, il a construit aussi des immeubles parisiens beaucoup plus ordinaires, ou bien l'IRCAM. Il sait respecter les deux. Là, on est quand même dans une configuration beaucoup plus typique, et parfois aussi un architecte doit trouver l'équilibre entre savoir s'effacer devant l'ensemble urbain et montrer son style, mais parfois il n'est pas opportun de forcément surajouter des éléments. Et puis il y a une cohérence urbanistique, parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette dalle. Hein. La tour, d'un côté, il y a le CIT, il y a le centre commercial, enfin il y a beaucoup d'opérations différentes. Et d'usages donc à prendre en compte derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis tout ça en cohérence, avec en plus des équipements sportifs et de la végétalisation de façon assez constante. Il a diminué d'ailleurs la surface commerciale de l'ensemble. Et en plus, il y a cette rue traversante qui va de la rue de Rennes jusqu'à la gare. Et ça ouvre ce secteur. Cette dalle était refermée sur elle-même. Et là, elle devient plus ouverte sur le quartier. C'était un no man's land entre le 14e, le 15e et le 6e. Et là, ça devient, au contraire, une terre de jonction. Patrice Mercier. Et je voudrais... Alors là, je suis obligé de vous contredire. Les toits de Paris, pour moi, ça a de l'importance. Ça mériterait d'être classé au patrimoine mondial. Et donc cet ensemble-là n'est pas du tout dans l'intégration par rapport à un contexte. Ce n'était pas le cas non plus de la tour Montparnasse telle qu'on la connaît. C'était très moche, très affreux. Mais ça c'est dit. D'accord. Et ça continuera avec ça. Mais pourquoi ne pas faire mieux en essayant de respecter un peu plus le contexte? Mais justement, la hauteur est respectée, c'est volontaire. Et enfin, il y a quand même... Il n'y avait quand même que 4-5 étages dans le premier projet d'il y a de toute façon, à partir du moment où on garde la tour, ça sera forcément très voyant.
Donc il faut essayer autre chose. Cette tour qui a 50 ans est rénovée pour garder la même forme en plus clair. Elle est rejetée depuis 50 ans, elle fait partie du palmarès des bâtiments les plus moches au monde. Elle est très différente. Elle va pas changer de classement parce qu'on la rend plus claire. Est-ce que vous avez 1 milliard d'euros pour la démolir et faire autre chose? Voilà. Justement, je garde le tronc qui est en photo. On garde votre tour est très belle, je ne dis ce qu'on ne vient pas, mais simplement il fallait participer à l'appel à candidature à projet avec l'ensemble évidemment du cahier des charges. C'était il y a 10 ans évidemment, donc c'est un peu tard. 1972, on voyait cette tour Montparnasse en train d'être érigée et le début du projet de cette tour qui est aujourd'hui largement décriée. Tanguy Le Dantec, parmi les projets qui entourent cette tour, il y a cette serre agricole sur le toit. Ça, c'est franchement pas une bonne idée ? Ça, c'est du gadget, on va dire. Là où je serais en revanche plus critique, c'est toujours cette volonté de parler du superflu par rapport à ce qui est important. Évidemment que c'est du gadget, ça ne sert à rien, on va avoir les salades les plus chères de Paris. Mais l'avantage... Vous dites qu'elle ne tiendra pas plus d'1 an ou 2 ? Ça n'a pas grand sens. Mais en revanche, l'intérêt au niveau urbain, c'est que ça permet de faire un petit peu un effacement progressif de la tour vers le ciel. Architecturalement parlant, c'est pas idiot. Mais de toute façon, tant qu'à surélever une tour avec une structure existante, on ne peut pas mettre quelque chose de lourd. Donc c'est forcément une structure très légère. Donc très souvent, ça se décline sous la forme de serre. C'est assez classique dans des projets de surélévation. Mais l'argument écologique ne fonctionne pas. C'est de l'écologie prétexte. Non, c'est absolument pas écologique. Ça n'a évidemment aucun sens. Je veux juste dire un chiffre. C'est 400 mètres carrés sur 2000 mètres carrés. Oui, donc c'est une portion infime. Et on va parler écologie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'écologie dans le BTP? Il faut savoir que 60 à 90% de l'impact carbone d'un bâtiment se font durant ces phases de construction et de démolition. Bien sûr. Donc un bâtiment durable... J'imagine que ce bâtiment sera aux dernières normes en la matière. Évidemment, et puis surtout, le projet a été revu. C'était une des critiques qu'on a fait au départ à ce projet. Il était trop énergivore. On démolissait tout et on reconstruisait. Oui. Là, on démolit beaucoup moins et donc on reconstruit beaucoup moins et avec évidemment réutilisation des matériaux. Alors ça viendra, mais c'était une des avancées du dernier projet tel qu'il a été voté au Conseil de Paris d'ailleurs. C'est cet atout environnemental. Oui, mais la rénovation, si elle est juste fonctionnelle, et elle le sera, elle appellera des rénovations ultérieures. Et c'est ça qui est très coûteux d'un point de vue financier comme environnemental. Il y aura des gravats, des engins de chantier, etc. Et c'est à coût de 60 à 90% de l'empreinte totale. Donc mieux isoler le bâtiment, certes, mais ce n'est pas le gros de l'impact carbone. Et ça, il faut considérer ce vrai sujet de construire pour durer dans le temps. Un quartier dit durable, mais qui est démoli au bout de 30 ans, il n'a rien de durable. C'est pas l'enjeu, non? La tour, elle n'a pas vocation à être détruite. 70, 50 ans. Oui, 70, et on en parle dès le début. Oui, ça fait 50 ans. Cette rénovation va durer des siècles? Non, pas des siècles. Donc ce n'est pas déjà durable. La construction, c'est 5 ou 6 ans, quoi. D'ailleurs, la tour, on doit tabler sur quoi? En début des travaux en 2028? Non, début des travaux de la tour cet été, au mois de juin. D'accord. Ça, c'est sûr? En tout cas, c'est ce qui est prévu. Il y a 3 ans et demi à 4 ans de travaux pour la tour. Après, pour le secteur, évidemment, c'est un peu plus long. J'ai une question, est-ce que ça risque d'être impacté par les municipales si Emmanuel Grégoire, par exemple, remporte la mairie de Paris? Est-ce qu'il peut détruire ce projet? C'est avec Emmanuel Grégoire aussi que nous avons envisagé cette opération, puisqu'il était adjoint chargé d'urbanisme, il était premier adjoint de Mme Hidalgo. Après, ils se sont un peu disputés, je crois, d'après ce que j'ai compris. Elle lui a préféré Rémi Féraud. Voilà, et en fait, c'est lui qui a quand même gagné dans la primaire socialiste. Mais la copie peut être revue, c'est ça ma question, pardon. Il a une chance d'être maire, mais je comprendrais mal qu'il revienne sur cette copie, puisque c'est quand même avec lui que toute l'étude a été faite depuis le départ. Je vais me permettre d'être un peu polémique. Il y en a une qui est revenue sur une copie, la copie de la tour Triangle. C'est Rachida Dati qui s'est contredit. On l'écoute et je vous fais réagir puisque c'est important et ça dit quelque chose des réflexions urbanistiques autour de nos villes. Pour conserver Paris et rester au pouvoir, les socialistes, les écologistes, les communistes ont scellé un accord. Mais derrière moi, la tour Triangle, elle scelle aussi leur désaccord. Emmanuel Grégoire veut sa construction et David Béliard veut sa démolition. Mais ils se présentent ensemble pour garder leur place, chercher l'erreur. Aujourd'hui, cette tour n'est pas encore terminée, mais elle est déjà le symbole de cet urbanisme imposé, contesté, déconnecté des Parisiens. Depuis 20 ans,
Paris s'est engagé dans une fuite en avant idéologique, faite de surdensification, de bétonisation. Le plan local d'urbanisme, dit bioclimatique, a cristallisé ce malaise. On empile les contraintes, on autorise des surélévations, on densifie sans aucune cohérence. Et le résultat est visible partout. Des chantiers permanents, des rues étouffantes, le recul du commerce de proximité et surtout le départ des familles. Rachida Dati qui avait voté pour. Je suis d'accord avec elle parce qu'elle s'oppose à la tour Triangle. C'est d'ailleurs un combat que nous avons mené ensemble avec Patrice Maire pour essayer d'empêcher que cette tour soit construite. Mais il y a une différence entre une tour existante. D'accord. Il fallait donc entre 500 millions et 1 milliard pour la remplacer par un jardin. Et puis une tour qui a été construite récemment, contre l'avis d'ailleurs du conseil d'arrondissement du 15e. Le conseil de Paris s'est prononcé contre d'ailleurs une première fois et la maire de Paris a été obligée de proposer un autre projet. Donc un deuxième projet. Et les associations environnementales, les associations locales, le conseil de quartier, tout le monde était contre. Mais il se trouve que le projet a changé, c'est vrai. Donc le vote de Madame Dati également. Mais je m'en réjouis qu'elle soit contre. C'est qu'elle parle de bétonisation, de cette urbanisation à l'extrême. On voit que les tours, cette recherche de hauteur, ça dit quand même quelque chose aussi de notre volonté d'affirmer quelque chose dans nos villes. Est-ce que ça, c'est démodé ? Les tours ont été lancés, enfin pour Paris en tout cas, par M. Delanoë. Oui. Pour son deuxième mandat. Il voulait absolument ces tours. D'ailleurs, je me souviens, la une des journaux à l'époque, présentant la tour Triangle, on l'appelait la tour de Delanoë, vous voyez. Ouais. Donc aujourd'hui, on est revenu là-dessus. Peut-être ça donnait une certaine image de modernité, oui, tout à fait. Politique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Certainement pas. On revient dessus. Oui, bien sûr, et j'espère bien qu'on vient dessus. D'ailleurs, je crois qu'il a été décidé unanimement au Conseil de Paris que c'était malheureusement la dernière tour, la tour Triangle. Je dis malheureusement parce que j'aurais préféré qu'elle ne voit pas le jour, puisqu'elle en est dit Paris. Et puis moi, je pense que Paris, c'est une ville horizontale, pas une ville verticale. Exactement. Comme toutes les autres villes internationales. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est la première destination touristique au monde, d'ailleurs, parce que c'est une ville qui a gardé son cachet historique. Et son âme. Et son âme. Et donc, ce sera la dernière tour, espérons-le, mais en tout cas, c'est une tour de trop. Oui, il faut penser aussi au site de la capitale, à cette ville qu'on voit depuis Montmartre. Et donc, il n'y a plus grand-chose à voir, malheureusement. Et il y avait quelque chose de joli à voir, c'était dans le dôme des Invalides, tout brillant. Et bien, à côté de lui, surgit une tour, plus haute que lui, qui va attirer l'attention vers elle. Et donc, l'éco-visibilité, ça, c'est très négatif pour les monuments historiques et aussi pour le grand paysage. Quand on édifie quelque chose de haut, c'est le pinacle de la ville et ça a une symbolique. Souvent, c'est une église, une cathédrale qui montre la spiritualité d'un peuple ou d'une ville. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui montre la puissance industrielle de la France lors de cette exposition universelle, vous avez raison. Elle a failli être détruite, on le rappelle. Hein. Tout à fait. Mais la Tour Montparnasse représente quoi? Et la Tour Triangle? On les voit, donc elles devraient avoir une symbolique, mais elles ont une symbolique de nihilisme, parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas d'identité. Et si on fait des grands édifices, elle doit symboliser une grandeur, un imaginaire, un idéal. La seule différence qu'il y a entre nous, c'est que nous sommes contre la tour Triangle tous les deux, mais que pour la tour Montparnasse, moi, j'ai pas les 500 millions ou le milliard à donner aux investisseurs pour qu'ils rasent la tour. Voilà. Mais, je ne parle pas de la raser. Mais quitte à dépenser 1 milliard, autant en faire un monument parisien et de la rénover une bonne fois pour toutes. C'est pas ce qui est sur le papier. Tanguy Le Dantec, une bonne idée en matière de végétalisation et on se quittera là-dessus. Alors, si on finit sur le principe de végétalisation quand même du quartier Montparnasse, alors la particularité c'est qu'on est sur une végétalisation sur dalle. Alors, c'est inhabituel, il faut le prévoir dès le départ. Il se trouve que juste à côté, il y a le jardin Atlantique, qui est le seul jardin sur dalle qui a été mené correctement, notamment par Michel Pénat et François Brun. Je connais bien Michel Pénat, on a beaucoup discuté de la technique utilisée. Alors, certes, une végétation sur dalle, ça ne se développe pas aussi bien que sur la pleine terre, mais à partir du moment où c'est intégré dès le début, où on ne fait pas du rafistolage... Ça peut fonctionner. Voilà, comme ce qu'avait proposé Madame Hidalgo lors de certains projets de forêt urbaine où on était sur dalle de parking, donc c'était plus ou moins impossible. Là, il y a une possibilité technique. Mais pour ça, il faut que ça soit intégré au projet depuis le début. Exactement, il faut que ce soit intégré au projet depuis le début et les
les armes telles qu'ils sont placées vont permettre réellement de rafraîchir un quartier qui est quand même... Et on sait qu'on a besoin de lutter contre Voilà. ces îlots de chaleur. Et Ça sera le mot de la fin. nos associations défendent ça depuis le début. J'ai vu que sur le parvis de la gare, nous envisageons la plantation aussi d'1 millier d'arbres. C'est le projet suivant. Et ça viendra compléter évidemment Et ma l'envergure de tour ce est projet. blanche, qui lutte contre les îlots de chaleur. Mais elle est très belle. Merci, mais elle est On blanche, se c'est quitte sur aussi pour ça. le climat. Merci Voilà. beaucoup à tous les quatre. On passe tout de suite à l'entretien culture. Une heure à t'attendre revient après un succès remarquable au Théâtre de l'Œuvre. Le Théâtre de Paris accueille donc à nouveau cette pièce savoureuse où deux hommes que tout oppose attendent la même femme. Un dialogue puissant, un duel, un duo sur l'amour et l'attente dont on parle avec Sylvain Maignac, l'auteur de cette pièce, et Thierry Frémont, comédien dans cette pièce. Une heure à t'attendre, c'est un huis clos, haletant, orchestré à la perfection autour de deux hommes qui n'ont franchement rien à voir, enfin si quand même, une femme finalement, qu'ils ont quelque chose en commun. Donc il doit avoir des goûts et un fond qui doit être identique. Qui finalement doit se ressembler. Alors Absolument. on précise quand même que l'un est le mari, l'autre l'amant, et on pourrait penser quand même qu'on est dans un vaudeville assez classique, le mari trompé, l'amant. On se rend compte tout de suite qu'il va y avoir un peu plus de complexité quand même, hein. C'est ce que vous avez voulu amener. Absolument, ce qui est plus, je trouvais très intéressant de partir de ce propos du mari, de l'amant, de la femme, et justement essayer d'aller chercher autre chose que juste l'humour. Et c'est vrai que du coup, ces deux hommes qui attendent cette même femme vont aller chercher des sentiments et raconter un peu le fond et le cœur des hommes comme on l'entend pas souvent. Voilà. Et c'est avant tout un duel verbal, un duo verbal aussi, parce qu'on est très loin du « je t'envoie un coup de poing dans le nez ». C'est pas une prise de bec classique, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime, qui touche, je dois dire, un cocktail assez explosif quand même. Hein. Amour, trahison, manipulation, attente, la fidélité. C'est quand même un sacré paquet de sujets qui nous concernent au premier chef. Sylvain, tu es un bel auteur, profond, qui a amené plein de thématiques dans ce texte. Mais tout de suite, on se sent concerné et la tension monte. Oui, bah, la pièce, elle commence comme ça. C'est une attente qui se transforme en un malaise un peu bizarre, puis qui devient une rencontre. Vous faites très bien la tête du malaise. Vous avez vu, hein, j'ai beaucoup travaillé, c'est 10 ans de travail là-dessus. Et ces deux personnes qui se rencontrent vont se rendre compte qu'ils ont un point commun et qu'effectivement cette femme. Et c'est une longue discussion, mais une joute de deux hommes élégants. Ce ne sont pas des petits coqs qui sortent les ergots. C'est une discussion sur... Et on n'est pas uniquement aussi dans une discussion d'ego. C'est ça qui est intéressant. Non, puisqu'il parle surtout de cette femme. C'est elle la plus importante. C'est elle qui est au centre de la pièce. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Moi, ça, j'adore. Mais elle est tout le temps là. Ouais. J'avais peur, pour tout vous dire, qu'elle pointe le bout de son nez. Ouais, je sais, tout le monde... Et moi, je trouve ça génial qu'elle ne soit pas là. Chacun et qu'on l'imagine, voilà. et il y a presque, mais une notion de fantasme là-dedans. Absolument. On se dit, mais qui est cette femme qui fait chavirer ces deux hommes que tout oppose et qui finalement, au travers de cette discussion, révèle qui ils sont vraiment. Alors le mari est joué par Nicolas Vaude, qui est bluffant de froideur, de stoïcisme, des répliques acérées, de la retenue, beaucoup d'ironie, et puis cette inquiétude malgré tout quand même qui grimpe. Il a un personnage qui est très intéressant, je trouve. Passionnant, mais les deux sont passionnants parce que la pièce est vraiment écrite un peu comme une enquête policière, on va dire, parce qu'on ne sait jamais... C'est vrai qu'il y a un côté thriller. Il y a un peu côté thriller, donc on a toujours envie de savoir la suite. Et l'idée, c'était de faire un Nicolas... à quelqu'un de très calculateur, tout est précis, tout est choisi, tout est décidé, etc. Avec un homme beaucoup plus amoureux, libre dans sa tête. Thierry Frémont, vous jouez l'amant, un amant faussement candide, je dirais, ambigu. Manipulé, mais est-il vraiment celui qui est manipulé? Ça, c'est la question. Et c'est ça, et on commence comme ça, et ça finit, il y a une balance qui se fait, et ces deux hommes finissent par se retrouver, et en fait, ces deux hommes qui auraient pu être très bons amis. Et très bons amis. Mais la situation fait que c'est pas le bon moment. C'est pas évident, disons. Mais la pièce au label, c'est aussi... on dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Et on se rend compte que cette femme est très belle, parce que ces deux hommes sont vraiment très beaux. Ouais, magnifique. Évidemment. Mais oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ce personnage, à part sa beauté évidente? Ce que j'aime, c'est son sacrifice. Parce que lui, il est très amoureux de sa femme, comme c'est son mari, mais comme cet homme se révèle finalement... aussi amoureux que lui avec cette femme, et que cette femme, évidemment, a exprimé que son mari était le plus important, il s'efface. C'est ça l'amour, le vrai, très, très beau. C'est savoir s'effacer pour celui qu'on aime. Savoir sacrifier pour l'amour de l'autre.
C'est ça, mais c'est le principe de la Que C'est plus facile à dire qu'à faire. Eh ben, je sais, c'est pour ça qu'on l'écrit plutôt qu'on le vit parfois. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit que les rôles s'inversaient. C'est vrai que dans un vaudeville un peu classique, c'est l'amant le mari qui est outragé par ce que sa femme lui fait subir, l'amant qui s'en fiche royalement, qui utilise ses moments de plaisir avec une femme dans son lit. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très différent avec, vous l'avez dit, ce rapport de force qui s'inverse, qui monte, qui descend. Tout à fait. Dessous, à un moment, c'est Thierry qui a la main, à un autre moment, c'est Nicolas. En fait, l'amant n'est pas toujours le salaud de l'histoire et le mari n'est pas toujours le terrible homme trompé. C'est juste, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est dans cet état-là, la situation est truc, et quel est notre choix? Voilà, et qu'est-ce qu'on ferait, nous, à sa place? C'est ça. Quelle horreur. La pièce amène beaucoup de questionnements sur savoir c'est quoi comment on entretient le feu dans un couple, la longévité du désir amoureux. Sans amant. Vient la question de la fidélité, est-elle importante? Tout à fait. Faut-il est synonyme d'amour ou pas? Voilà, c'est des questions qui sont importantes parce que... Et que tout le monde est amené au moins une fois dans sa vie à se poser, si ce n'est tous les jours de sa vie au quotidien, je crois dans une relation. À partir d'un certain âge, on l'a tous un peu vécu. Oui. Bien sûr. On a tous posé cette question. En tout cas, on s'est posé ces questions. À soi-même en disant, est-ce que j'ai envie de tromper ma femme ou pas? Ou est-ce que ma femme m'a trompé ou pas trompé? Et la fidélité, c'est tellement un sentiment... Ça peut être aussi quelque chose de plus complexe, sans basculer forcément dans la tromperie. C'est des questionnements du quotidien sur l'amour, sur ce que ça représente, sur le fait de bien se connaître, de bien se comprendre, de comprendre l'autre, celui qu'on a en face de soi. Et tout ça, vous l'abordez. Tous les sujets qui peuvent... Nicolas en parle, il parle de la lassitude du couple. Oui, bien sûr. Qui s'était installé dans son couple avant que cet amant vienne réactiver des forces. Et toi, tu parles de la fidélité à un moment en disant que seul l'amour compte. En vérité, c'est l'amour qui dirige tout. Et il dit toujours, l'amour, c'est l'instant qui vient. C'est est-ce que je t'aime maintenant? Est-ce que je t'aimerais encore l'instant qui vient? Chaque seconde est une bataille et une lutte de chaque instant. Donc il faut aimer en permanence et jamais cesser d'aimer. C'est avant tout un message d'amour. C'est tout. C'est surtout ça. Est-ce que c'est aussi un peu un examen de conscience? Parce qu'on s'imagine être dans votre situation, dans vos situations. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, parce que ma décision passe au révélateur de ce que lui va me dire et me prouver. Et vous êtes obligé de vous regarder dans un miroir à ce moment-là, et lui de même. Même si il s'est déjà regardé, je pense, avant cette rencontre, il a déjà fait son analyse. mais là, il fallait qu'il rencontre. Je pense que c'était un moment très, très, très important pour l'amant, pour prendre sa décision, une décision radicale. Laquelle il va prendre, ça, on ne pourra pas le dire, il faut voir la pièce. Mais, bien sûr. Mais voilà. Et puis c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui était important, c'est que la femme qui s'appelle Joséphine dans la pièce, c'est un peu toutes les femmes. C'est-à-dire que l'idée, c'était justement que vous retrouviez dans Joséphine, ou que toutes les femmes c'est la femme universelle. Ça peut être... il ne faut surtout pas l'identifier physiquement, parce que chacun fait son propre image, sa propre image. Et ça permet à nos méninges de continuer à fonctionner après la fin de la pièce. Ce qui est génial, c'est qu'on retrouve aussi du comique de situation, on retrouve des coups de théâtre, l'intrigue avance, il y a un certain nombre de rebondissements qui permettent justement d'avancer quand même dans l'histoire. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Non, il y a un peu de Beckett aussi. Ah, on m'a dit. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit, on m'a pas... il y a étrangeté au début, c'est vrai, beckettienne ou pinterienne, on pourrait pas dire. Plus pinterienne, je pense. Ouais, le début... Le début, on ne sait pas ce qu'il va se passer. On se demande un peu ce qu'on fait là. C'est génial. C'est ça l'idée. C'est rigolo d'aller côtoyer l'absurde comme ça et de mettre un peu... Moi, je trouve qu'au début, on est un peu dans un inconfort quand on est dans le public. J'aime bien être un peu inconfortable. Tout à l'heure, c'est ça. Dans un malaise un peu étrange. Je trouve qu'on ressent ce malaise-là et ensuite s'installe ce duel dans lequel on rentre et je dois dire qu'on est très près dedans. Je précise que vous êtes également compositeur de musique et là on sent beaucoup votre sens du rythme. Il y a ce ping-pong verbal. Sa langue est très musicale. Pour nous les acteurs, c'est un plaisir de défendre ces mots et ces dialogues qui sont vraiment percutants et vraiment enlevés. Vous le sentez tout de suite quand vous lisez un texte? Oui, tout à fait. Il y a une chose dans la musique, c'est qu'il y a des pauses et des silences. Et moi, j'écris beaucoup les pauses et les silences. Et ce qui est merveilleux, c'est que Thierry et Nicolas les jouent, les pauses et les silences. Et donc, il y a des moments où ils sont là et ils se regardent, ils attendent, il ne se passe rien. Mais c'est pas des silences vides, c'est des silences On dit souvent que dans le silence, il y a quelque chose de plus fort parfois que les mots.
Et je trouve que c'est important de savoir en positionner. Je fais un métier où c'est pas facile de mettre du silence, parce que s'il y a du silence, c'est que soit on n'arrive pas à répondre, soit que j'arrive pas à relancer. Mais j'admire cette capacité à mettre de l'absence de bruit, et donc cette immensité qu'il y a dans le silence. Mais il n'y a pas plus beau qu'un silence de gens qui se taisent. En réalité, ce silence... On essaye? Non, je plaisante. On essaye, on peut. Ça serait très loufoque. C'est très important, le silence, même et au cinéma aussi, même si maintenant, de plus en plus, le cinéma remplit il y a de moins en moins de silence, il faut absolument que ça soit absolument rythmé, mais le silence, c'est sublime. C'est sublime. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que dans la mise en scène, vous avez choisi quelque chose d'assez simple. Mais on a choisi, c'est pas moi qui ai mis en scène, c'est une jeune fille Delphine de Malherbe, qui s'appelle Delphine de Malherbe, qui est exceptionnelle, une fille qui est un peu notre Joséphine en fin de compte, puisque c'était l'idée, c'est que justement ce soit une femme qui mette en scène ces deux hommes qui parlent d'une femme. Une femme qui aime les mots, puisqu'elle-même est auteure et romancière. Quel est le regard qu'elle a posé sur le texte et sur ce qui se passe ensuite sur scène? C'était immédiat. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est elle qui a déclenché toute l'aventure, parce qu'elle a lu le texte et elle a fait il est à moi. À la fin, ce qui est beau, c'est qu'il y a deux amours, deux visions de l'amour. Vous avez parlé tout à l'heure d'une vision de l'amour assez sacrificielle. Il y a une vision de l'amour qui est un peu plus hédoniste. Je ne sais pas si c'est juste de le présenter comme ça. Ouais. Est-ce que ce que vous cherchez avant tout, c'est le pouvoir d'identification de cette pièce, et donc que chacun se dise et se sente embarqué finalement par cette histoire qui pourrait le concerner, de près ou de loin? On cherche tous ça, bien sûr, mais à ce point, je ne pensais pas que ça allait toucher les gens autant, parce que moi, ça me touche évidemment énormément. Je suis un peu des deux, je suis un peu le mari et l'amant, j'ai vécu un peu toutes ces histoires, et forcément, c'est quelque chose qui m'est propre. Et de voir qu'en fin de compte, comment Thierry Nicolas, d'abord, les interprète d'une manière assez magistrale, je trouve, et que les gens les reçoivent, on se dit, on ne s'est pas trompé, c'est universel. Et donc... et là, le pari est réussi. Le pari est réussi, oui. Vous guettez les réactions du public pendant on les entend, on n'a pas besoin de les guetter, parce que, comme vous l'avez dit, quand même, il est important de préciser que les gens rient. Ouais. Même oui, si ça reste une comédie, même s'il y a bien de la rugosité de temps en temps, et du propos acerbe, et de l'ironie grinçante, il y a aussi beaucoup d'esprit, et les gens réagissent, et on est c'est super ça pour un comédien. C'est génial, tout le spectacle, on a accompagné. Au début, on était un peu surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça rit autant, ça rit beaucoup, mais c'est d'un humour de mots. C'est pas un humour forcément de gag. C'est pas du gag, c'est pas les portes qui claquent, c'est juste les mots un peu... Bien choisis et les réactions par rapport à ça. c'est ça. On peut donc redécouvrir cette pièce, puisque c'est un succès, et donc une reprise, 1 heure à t'attendre, c'est au Théâtre de Paris. Merci beaucoup tous les deux de nous avoir accordé le plaisir d'une interview, et on passe tout de suite à C'est tout bon avec Laurent Saloche. Tous les jeudis, on se régale avec Laurent Saloche. Et Laurence, vous avez déjà pensé à votre repas de dimanche midi. Ça sera poulet frites. Ben oui. Mais c'est une constante. C'est une constante. C'est le plat des familles par excellence, quoi. Est-ce que on connaît finalement l'origine de cette recette? Est-ce qu'on sait comment on a commencé à se dire qu'on allait faire du poulet rôti le dimanche? Alors, si vous me demandez quel est le Français qui a fait rôtir la première volaille, je n'en sais rien. Ah mince. En revanche, toute gastronome sait que poule au pot, Henri IV, voilà, on est sur le premier plan. J'ai un truc à vous dire. Ma maman m'a fait ce week-end une poule au pot. Légumes. Avec la sauce poulette, la vraie. Et je me suis dit que c'était vraiment le meilleur plat de la gastronomie française. Donc je suis heureuse qu'on parte de la poule au pot pour raconter l'histoire du poulet grillé. Mais elle le doit, cette recette, sans doute, à Antoine Clerc, qui est l'aubergiste, qui a reçu le roi Henri IV quand il traversait la Bresse. Il était dans ses déplacements, et puis il arrive très tard. Antoine Clerc, aubergiste, le reçoit. Il faut faire un dîner pour le roi de France et pour sa cour. Ça rigole pas. Et à ce moment-là, il fait la première poule au pot. Il est tellement doué dans la façon dont il l'a préparé que le roi est enthousiaste. Et ce jour-là, il aurait déclaré, je n'étais pas là évidemment. C'est un édit. Exactement, que tout laboureur en France doit pouvoir manger une poularde, que ce soit, alors là encore, il y a des informations un peu différentes sur l'anecdote, soit le dimanche, soit tous les jours, voire tous les jours. Le roi Henri IV était un roi généreux. Aujourd'hui, la poularde a été remplacée plutôt par le poulet rôti. Bon, c'est de la période du 19e siècle, l'industrialisation, ça rentre dans les foyers. Et effectivement, on est devenu de très gros mangeurs de volailles, avec des chiffres assez hallucinants. Les Français en raffolent. La chute de la viande rouge bénéficie justement au poulet. On en mange
24,9 kilos par an. Énorme. C'est énorme. On aime beaucoup. Et 31,6 kilos de volaille. Ouais, mais c'est peu cher aussi, c'est un peu moins cher que C'est la vrai que viande rouge, il faut bien le c'est reconnaître. bon marché. Alors si on le cuisine à la maison, comment on choisit un bon poulet chez son boucher ou chez son volailler? En plus, on a de la chance, vous l'avez dit, c'est relativement abordable. Oui, alors moi, vous me connaissez, j'ai envie de défendre la filière française. Vous êtes une puriste. Il y a des poulets ukrainiens. Avec le Mercosur, on peut s'inquiéter de ce qui va nous arriver d'Amérique du Sud. Bon, vous allez chez votre volailler ou chez votre boucher, déjà, vous allez avoir la rôtissoire, qui généralement est bien en vue. Et là, ça va titiller vos petites papilles, vos naseaux. Avec le jus qui coule sous les petites pommes de terre. Hypnotique. Alors, ça agit immédiatement sur les neurotransmetteurs d'une espèce de nostalgie heureuse, qui est celle de l'insouciance, de l'enfance. Ouais. Et là, on pense poulet, petite purée, le jus dans le puits de la purée. Donc, voilà, on leur fait confiance. Ils ont généralement de très bonnes propositions. Les labels, ça sécurise, évidemment. Alors, 2-3 petites choses. Si votre volaille, elle est ferme, c'est qu'a priori, la bébête a un peu gambadé, qu'elle n'a pas été dans des hangars. Si elle est trop petite, je crois que c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, parce que si elle fait moins d'1 kilo, ça veut dire qu'elle a été soit mal nourrie, soit qu'elle a été abattue trop tôt. Ça, on effectivement, les labels nous permettent justement d'avoir une période où elle a été abattue qui lui a permis de s'épanouir. Que ce soit pour le label rouge, où on est entre 81 et 90 jours. Et sur le bio, vous êtes plutôt sur 112 jours. Donc ça, c'est un signe de qualité. Je ne vous parle pas de la nourriture, céréales, et puis du plein air, de l'extérieur. Pas d'antibio, évidemment. Ça, c'est hyper important. Si on pense au poulet de Bresse. Alors, il y a les régions aussi, qui est un label important. Vous avez, si je vous dis poulet de Loué, vous allez me dire. On est sur les terres de. Et vous me parlez de la Bresse. Vous me parlez de la Bresse, évidemment, Paul Bocuse, dont c'est cette année le centenaire de la naissance. Et alors, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a un très très bon livre qui vient de sortir, qui est un roman vrai sur la vie de Paul Bocuse, qui est écrit par Gauthier Battistella, qui est un auteur qu'on connaît un peu quand on aime la cuisine, parce qu'il a écrit le roman Chef, qui a très très bien marché, qui était déjà sur ce milieu de la gastronomie. Il a été rédacteur au Michelin, il connaît parfaitement son affaire, et il a trouvé une plume à la fois experte et très littéraire pour évoquer le parcours extrêmement romanesque du primat des gueules, comme on disait, ou du pape de Collonges. Le géant Paul Bocuse. Mais oui, alors il raconte notamment cette enfance où avec cette relation avec la Saône, et puis cette relation à la nature qui a profondément marqué sa cuisine. 3 pontages, 3 femmes, 3 étoiles. On peut difficilement faire plus romanesque. Voilà, c'est un ouvrage à lire. Et une des spécialités de Bocuse, c'était le poulet de Bresse, évidemment. En vessie. Qui était en vessie. Alors la vessie, c'était une vessie de porc, qui est gonflée comme une baudruche. Et si vous allez aujourd'hui à Collonges dans son restaurant, elle est toujours servie. Vous avez un service au guéridon, des coupes de la vessie, puis ensuite tout ça est fait vraiment avec des gestes d'experts. C'est un vrai savoir-faire, le service en salle, servi avec une petite crème de Maury et des morilles. Pour la gourmandise, ça reste toujours. vraiment un très très beau plat. C'est le dernier établissement à proposer finalement une cuisine classique comme ça dans son jus. Oui, on est un peu dans une cuisine bourgeoise très assumée, qui est devenue extrêmement rare. Ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas. Ouais. Alors je veux manger un bon poulet rôti à Paris. Je vais où ? Alors, il y a plusieurs alternatives. Évidemment, on peut penser à la Mille-Louis. La Mille-Louis, voilà, c'est une institution. Ça a été racheté dernièrement par LVMH. Vous avez les petites pommes qui sont les petites pommes frites très fines. Mais bon, on est à 108 € le poulet. Ah oui, dis donc, c'est quand même costaud. énorme. Autre alternative, on fait toujours, Napoléon aimait beaucoup le poulet, on reste dans des choses chics et un peu chères, mais on est à la rôtisserie de la Tour d'Argent, juste en face de cette institution que l'on connaît tous. Tout à fait. Et là, il y a un poulet qui est très généreux, bien servi et plutôt, je trouve, de bonne facture. On retrouve le petit jus perlé, la petite pointe de laurier. C'est vraiment, là, pour le coup, une bonne adresse. Ça fait envie, c'est celui qu'on connaît et qu'on a l'habitude de retrouver à table. Vous pouvez commander les œufs maillots qui ont été champions du monde en 2022. Ça vaut le coup aussi. Ouais, donc vous faites une association des deux, c'est pas mal. On parle d'une autre adresse, c'est Clover Grill, du chef 2 étoiles Jean-François Piège, qui depuis peu ouvre son restaurant le dimanche. Lui d'ailleurs, il n'avait pas un restaurant de poule au pot ? Mais si, il a la poule au pot. Et puis il a ce restaurant qui, alors, justement le dimanche, fait et propose, alors c'est généralement plutôt un spécialiste de la viande rouge, Clover Grill. Vous avez des pièces de très grand choix. En revanche, si vous prenez le poulet, ça marche maintenant du tonnerre parce que c'est ouvert le dimanche. Et immédiatement, on pense évidemment, alors c'est très bien cuit, les pommes frites sont délicieuses, je vois vous avez l'ail en chemise. C'est vraiment fait dans la pure des traditions et c'est une bonne proposition également.
Petite astuce du grand restaurant pour cuisiner chez soi un poulet rôti, parce que c'est important, Ouais. on peut le faire aussi chez soi. Mais oui, on peut le faire chez soi. Et Jean-François Piège, il vous donne quelques astuces. Alors, vous mettez ça dans un plat, vous faites fondre un peu le premier gras. Ensuite, vous le mettez sur un cuisseau, 10 minutes, 12 minutes. Puis ensuite, l'autre cuisseau. Voilà, On l'arrose pas? Alors, vous l'arrosez, évidemment, à chaque fois. L'arrosage, c'est essentiel. Et puis ensuite, vous le mettez sur le dos à peu près 25 minutes. Et vous puis, dites avec une lamelle de beurre, faut comprendre, je vous le dis quand même, faut être c'est une généreux. barade de beurre qu'il faut mettre dedans pour que ça soit bon. Il faut être généreux, puis vous déglacez avec un peu de vin blanc, et là, vous avez un bon poulet rôti. Thym laurier, et là, c'est vous êtes sublime. bien. Si on veut être un peu frondeur et préférer un poulet rôti, le samedi, on va où? Et bien voilà, le samedi, c'est aussi une nouveauté, un petit peu comme chez Clover Grill qui ouvre le dimanche. Le samedi, alors, vous allez aller chez Fogo. Ok. Fogo, vous êtes dans le 8e. Vous allez avoir, alors, une très très jolie décoration. C'est un endroit plutôt raffiné. Mais vous avez deux personnalités qui sont des mofs. Alors, vous avez Johan Grégory qui, lui, est en salle. Donc, c'est pas servi avec des gants blancs, le poulet. Mais c'est vraiment un très beau service. Ouais. Et puis vous avez Guillaume Goupil qui est en cuisine avec la rôtissoire. Et alors lui aussi, il est mof. Et vous avez, il fait une proposition le samedi, et ça nous dit, parce qu'elle est tout à fait accessible. Elle est à 35 €, entrée, plat et dessert. Génial. Donc vous avez une entrée avec salade, petits légumes, etc. d'un maraîcher qui est dans la Seine-et-Marne, me semble-t-il. Et puis vous avez ce poulet qui a été fait à la rôtissoire avec des crapaudine. herbes. C'est quoi la crapaudine? C'est quand vous allez, alors façon crapaud, c'est-à-dire vous voyez, on écarte les ailerons. Ah oui, cuisse de grenouille. Voilà, je vois très bien. Et puis on l'aplatit. Et puis vous avez aussi un dessert du jour. Généralement, c'est plutôt une tarte ou une mousse au chocolat. Pour les enfants, c'est encore moins cher, c'est 20 €. Et je trouve que la proposition est intéressante en famille. Oui, et on puis, retrouve vraiment ce côté convivial. Voilà, on se détourne un peu de la tradition, mais c'est pas mal. On retrouve le poulet dans de nombreux pays, cuisiné à l'asiatique, à la japonaise, à l'indienne. Il y a Maurice Sacco, ce chef très talentueux, étoilé, qu'il propose dans différentes versions chez Mosuko. 3 enseignes parisiennes dans le 2, le 14 et au Lafayette Gourmet. Alors lui, c'est sandwich, tender, burger. Il y a un truc que vous avez préféré? Oui, je suis allée hier soir, j'ai génial. testé, c'est tout frais, et j'ai pris le burger. Ouais. Et alors c'est assez intéressant parce que Maury, il a fait une version alors, du burger avec un pain bretzel, qui est un peu comme le bretzel, mais plus tendre, même si moi je trouve que dans le burger, il y a toujours trop de pain. Mais le poulet est frit, il est bien croustillant, bien que ce soit dans un burger. Et puis il y a les petits pickles de concombre, la mayonnaise au miso, parce qu'on connaît les influences japonaises que ce chef privilégie souvent dans ses plats. C'était assez goûtu, il y avait une sauce mystère un petit peu relevée. Et puis de patates douces? Patates douces, pas mal, voilà. ça aussi. Et ça c'est très bien. Ouais. Et on devrait plus souvent d'ailleurs les choisir, cette patate douce en alternative. Ça change un peu. C'est joli, c'est gourmand, bon. ça fait très envie. Ouais, alors toujours un peu difficile à manger, mais sinon c'est pas drôle. C'est ce qui est régressif aussi. Ouais, c'est bon, il y a du saveur, c'est ça que j'aime bien. Et le croustillant du poulet est là. On termine avec l'art de la table. Vous avez souhaité revenir sur 2 objets qu'on voit quasiment plus dans les cuisines. Et pour le service du poulet, c'est bien dommage. C'est le cuit poulet et la saucière gras maigre. Moi, je connais uniquement la saucière gras maigre. Mais oui, alors je vous reparle un tout petit peu du cuit poulet parce que alors, je cherchais un art de la table un peu ancien pour voir ce qui se faisait auparavant. Et Staub refait ce petit récipient. J'adore ce que fait Staub. En fait, vous allez planter votre poulet à la verticale. Et vous allez avoir le jus qui va se répandre dans ce réceptacle où vous pouvez mettre aussi des petits légumes ou sinon ne pas utiliser ce jus si vous êtes sur une période de régime et de restriction et que vous faites hyper attention à votre cholestérol. Moi, pas du tout. Vous avez 2 becs versoirs, j'utilise les 2. Donc ça, c'est un outil qui est assez amusant. La cuisson se fait par l'intérieur puisque c'est émaillé, ça se fait par l'intérieur. Et je ne l'ai pas exploité, mais j'ai de très bons échos. Et c'est un bel objet, hein? Ouais, c'est un bel objet. Sinon, vous connaissez... Oui. La saucière à l'ancienne, on en trouve à la Maison de l'Empereur, qui est une très très vieille maison marseillaise. Vous allez en trouver dans les brocantes ou en chinant un petit peu. Et vous allez avoir la possibilité de sélectionner dans le jus que vous aurez recueilli si vous voulez un peu plus de gras ou plus de maigre. Souvent, ça donne un jus très concentré, c'est délicieux. Exactement. Et là, on peut se régaler
je veux dire, à la bonne mesure de votre gourmandise, Tout à fait. d'un bon poulet rôti, ce que font beaucoup de gens le dimanche. C'est très appétissant tout ça et ça donne très envie. Et on peut en faire à la maison et on peut se délecter de ces poulets rôtis et ceux qui sont également revisités dans de très belles adresses à Paris. Grâce à vous, ma chère Laurence, merci beaucoup. On vous retrouve évidemment très très vite dans l'émission. Et demain, vous aurez le plaisir de retrouver l'excellent Damien Canivez aux manettes de Bienvenue en Ile-de-France. Et moi, je vous retrouve dès lundi. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. Bonne soirée.